Bonjour, ravi de vous retrouver et d'être désormais avec vous chaque dimanche matin pour vous présenter Téléfoot et pour animer cette équipe à laquelle vous restez fidèles puisque vous êtes toujours aussi nombreux à notre rendez-vous du football. Alors on ne change pas les bonnes habitudes et nous entrons tout de suite dans le vif du sujet avec la 5e journée du championnat de France de première division. Les Girondins de Bordeaux, toujours invaincus depuis le début de la saison, jouaient hier soir face à une équipe de Lille au stade Grimont-Préjoris, une équipe de Lille qui venait d'encaisser 5 buts en 4 matchs. Alors Pierre Thoré, après 5 journées, on commence à y voir un petit peu plus clair. Alors d'après vous, est-ce que le Bordeaux 89 est-il réellement bon? Eh bien, au vu de la rencontre d'hier soir, Roger, je vous répondrai sans hésiter non. Et là, je ne prendrai pas grand risque, car c'était l'avis même de l'entraîneur Raymond Goethals aussitôt après la rencontre. En revanche, si vous me demandez si Bordeaux, tout au long de la saison, sera dangereux et efficace, avec autant d'opportunités et de vivacité, je vous répondrai oui. Efficacité et opportunisme dont nous avons eu hier soir à Lille une parfaite illustration, puisque Lille a dominé, mais Bordeaux a gagné. On voit tout de suite les images de cette rencontre. Il n'y a certes rien de nouveau, rien d'original dans la manière bordelaise et il ne fait plus aucun doute après 5 journées qu'il faudra, comme l'on dit, faire avec les arguments d'une équipe parfaitement équilibrée, solide, expérimentée et qui, de toute évidence, a choisi le réalisme de préférence au romantisme. Et les Lillois, hier soir, pourtant impliqués, ont paru parfois bien naïfs malgré la rentrée de Vandenberg dont le centre ici a trouvé Hansen pour une bonne remise déjà infructueuse sur Mobati à la 3e minute. Face à l'attentisme bordelais, les nordistes jouaient bien la carte de l'enthousiasme et de la vitesse, à l'image de leur remarquable petit stratège Pelé, dont l'action, conjuguée à celle de Mobati, mettait 2 minutes plus tard Philippe Périlleux en bonne position d'ouverture de la marque. Et tandis que les Lillois versaient dans le désordre, Bordeaux attendait toujours jusqu'à la 22e minute où Denbourg, sur corner, manquait de peu le but d'une déviation de la tête dont le ralenti nous révèle tout le vice. Pelé, puis Vandenberg et à nouveau Périlleux sur la remise du Belge, signé peu avant la pause. Le dernier assaut nordiste, mais toujours sans résultat, 0-0. Bordeaux, venu prudent, avait donc vu, et l'entrée en jeu de Ferreri à la reprise allait être pour beaucoup dans une disposition plus affirmée à tenter vaincre. Et moins de 10 minutes après, c'est précisément sur une de ces relances que Klaus Halofs lançait dans le trou Pardo, dont le raid était abrégé par Thomas. 53e minute, à nouveau Ferreri en possession de la balle. Lizarazu, le feu volé girondin accélère. Olsen, à nouveau Lizarazu qui parvient à centrer. Là, regardez bien, Denbourg s'extirpe des pieds de Thomas, pivote et marque plein cadre. Un instant surpris par sa réussite, l'avant-centre girondin laisse bien vite paraître son bonheur, tout comme l'ensemble d'une équipe informée dans le même temps qu'à Nice et à Toulouse, Marseille et Nantes. Ses suivants sont à la peine. Un but bien représentatif de la manière bordelaise et de la parfaite complémentarité de ses composantes. Un but dont les Lillois n'allaient pas se remettre malgré toute une série de tentatives méritoires, comme ici sur ce départ d'Angloma qui met d'abord Baptiston dans le vent, puis évite Sénac pour centrer sur Vandenberg dont la reprise au 2e poteau va fuser, hélas, vers les nuages. Un sort malin voudra un peu plus tard qu'au terme d'un bon 1-2 da Silva Mobati et d'une toile d'Olsen à la limite de la surface de réparation girondine, Pelé manque à son tour l'égalisation. Pelé à nouveau, cette fois fauché, mais le contre est favorable à Périlleux qui s'enfonce au cœur de la défense girondine, puis ouvre sur la gauche où déjà Vandenberg jaillit en position d'ailier. L'avant-centre lillois récupère la balle, s'enfonce et tire. Ce sera la plus nette et partant la plus décevante des tentatives des locaux dont Mobati, cette fois de peu au-dessus de la barre d'Antoine Bell, clôturera le tardif et vain festival offensif. Ce n'est pas faire injure à Raymond Goethals, l'entraîneur belge des Girondins, que de dire qu'il est le vétéran des entraîneurs de Division 1. Mais paradoxalement, cet homme est en train d'apporter un bain de jouvence au football bordelais, Marianne Macot. C'est ce que vous avez constaté. Oui, parce qu'on peut peut-être dire que c'est un papy du football par son âge, 66 ans, mais c'est un monument du football en général, un monument du football belge. Il a commencé par une carrière en entraînant depuis plus de 30 ans des clubs belges, Saint-Tron, Standard de Liège, le Racing Club d'Anderlecht évidemment.
an. Plus tard, il est parti à Bordeaux, il a joué aussi à Guimarães, il a entraîné le Brésil. Il a surtout fait sa carrière en entraînant la sélection nationale, avec elle il l'a emmené très très haut en compétition internationale. Il est un peu le Hidalgo du football belge. Et surtout, il est surnommé là-bas le sorcier. On va voir pourquoi. Sourire à Bordeaux. La saison dernière avait été jugée catastrophique aux Girondins car sans qualification européenne. Cette année, après 4 journées, ils sont leaders. Cette première place nous surprend peut-être un petit peu, mais sur l'ensemble de nos prestations, elle ne nous surprend pas. Mais l'objectif n'est pas la première place. L'objectif est de bien se classer cette année et essayer d'être européen. Contraste avec la saison passée, la bonne humeur règne dans un effectif amputé de 10 éléments. Alofs a croisé Tigana et Roche sur la route Bordeaux-Marseille. C'était une surprise, comme la venue de l'Allemand Kaltz, 36 ans, âge canonique pour un footballeur, et celle du vieux Belge, l'entraîneur au lourd tableau de chasse, Raymond Goethals, 66 ans. Vous savez, l'âge en football, vous savez, quand vous travaillez avec des professionnels, ce qui compte surtout, c'est l'aspect tactique, l'aspect sélection, vivre avec un groupe. Je crois que l'expérience joue quand même un rôle important. L'arrivée de Goethals surprend. Il avait eu la dent dure sur le niveau des Français en Coupe d'Europe après la qualification d'Anderlecht, son club l'an passé contre Metz, mis au point. Techniquement, individuellement et même collectivement, le Français est plus fort. Mais athlétiquement et physiquement, je crois qu'en Belgique, c'est un autre championnat. J'ai encore parlé avec Michel Hidalgo. Je pense que c'était ici au jubilé de Giresse. Et il m'a dit, tu ne changeras jamais le football français, c'est une formation. Il a tout à fait raison. J'essaye donc d'introduire dans le jeu des Girondins, sans pour cela changer la façon d'opérer des joueurs français. Ce qu'on peut faire en 1 ou 2 passes, il ne faut pas le faire en 4 passes. Goethals a amené Lippens, ex-international, puis son adjoint à Anderlecht. En ce qui concerne le travail, il n'est même pas nécessaire que nous en parlons. Il y a tellement d'années que nous sommes ensemble et que l'un saisit directement ce que l'autre veut. Il n'y a que le football qui l'intéresse. Tout le restant, ça c'est accessoire, je dirais, parce que, à mon avis, même la nuit, il rêve de football. Alors, c'est un grand monsieur parce que tout ce qu'il prévoit, ça se confirme et c'est ça qui fait le charme de cet homme. Même si, par exemple, je ne m'occuperais de rien du tout, j'irai voir un match de football et je sais aussi autant m'amuser à voir un match de jeunes qu'un match de professionnel. Je retire toujours quelque chose. Mercredi, les Bordelais se déplaçaient à Bruxelles pour disputer un match amical contre Anderlecht, le club que Goethals a entraîné 2 fois dans sa carrière. Moment d'émotion camouflé par ses plaisanteries. J'aime bien de blaguer et je pense qu'il faut un peu d'humour dans un tas de choses. Il y a déjà si peu, alors un peu d'humour, ça m'intéresse. 22 000 personnes. Cela faisait 10 ans qu'un match amical n'avait attiré autant de monde au parc Astrid. La présence de Goethals n'y est certainement pas étrangère. Les Bruxellois ont retrouvé un Raymond Goethals habituel, remuant. Denbourg a marqué un autogol et dans le dernier quart d'heure, les Girondins perdent 3-0. Goethals encaisse tristement, il souhaitait briller chez lui. Le sorcier allume son calumet, ce surnom lui est attribué depuis qu'il a pris la sélection nationale en main, après 16 ans d'échecs en compétition internationale. On s'est qualifié, on est allé au championnat du monde, puis on est arrivé en phase finale du championnat d'Europe. Et c'est alors qu'on m'a appelé le sorcier. Bon, on m'a encore donné un tas d'autres noms. Mais il n'y a pas de sorcier. Il y a, je pense, les entraîneurs qui connaissent leur métier. Ça, c'est la première chose. Et des gens sérieux. La presse l'a aussi surnommé Raymond le Mexicain, le vieux renard. Mes confrères bordelais devront faire preuve d'originalité en cas de succès du Bruxellois en Gironde. Grand bonhomme Raymond Goethals. Autre grand bonhomme, Carlos Moser. Il est de retour du Brésil. Il a préféré son club, en l'occurrence l'OM, à la sélection nationale qui vient de gagner la Copa América. Gérard Gilly disposait donc hier soir de tout son effectif, hormis Forster, pour un déplacement à Nice où, comme partout ailleurs, les Marseillais étaient attendus. Martin Nsara et Marianne Macco.
Pour la police, ce Niçois est un match là. à haut risque. On ne lésine pas sur les moyens, les abords du stade sont bien sûr quadrillés, mais une nouveauté, les cars des supporters marseillais sont encadrés par des motards et pris en charge de la sortie de l'autoroute jusqu'au stade du Ray. Bien évidemment, on n'échappe pas à la traditionnelle fouille à l'entrée. Il est vrai que le record d'affluence pourrait bien être battu, un record vieux de près de 30 ans. On est chez nous, en fait, une tribune entière était réservée aux supporters marseillais en face du COP niçois. Mais la dissuasion a fait son effet, aucun incident à déplorer. Des mesures de sécurité ont été également prises sur le terrain. Joël Quignou s'est vu adjoindre à la touche, un arbitre qui officie généralement sur le champ. C'est une nouvelle disposition qui a été prise par la commission centrale des arbitres qui veut que sur les matchs qu'on pourrait appeler un petit peu les matchs chauds, les matchs à haut risque, que les arbitres de première division viennent un petit peu renforcer le trio. Et puis ça permet aussi de prouver un petit peu à tout le monde qu'entre arbitres il n'y a pas de bagarre, mais au contraire une bonne amitié qui permet de se retrouver sur le terrain. Les Marseillais ne laisseront pas le temps aux Niçois de s'installer chez eux. Dès les premières minutes, ils imposent un rythme rapide. Tout le monde participe, indifféremment du poste qu'on occupe. Voilà par exemple le libéro Moser qui termine cette action. Waddle semble retrouver sa condition physique. Il vient de lancer Papin et pendant ce temps-là, vous ne le voyez pas, il traverse tout le terrain pour se retrouver à la réception du centre de Franck Sauzet. Malheureusement pour lui, sa balle a déjà rebondi lorsqu'il la frappe. 7 minutes ont passé, Amoros tire le premier corner marseillais, trop loin pour Waddle, mais le Britannique s'en accommode. Vercruis amortira le centre pour Papin. Superbe reprise, Marseille mène 1-0. Les Marseillais joyeux vont se relâcher un peu, Ricor et Rohr en profitent, ce sera l'unique fois en une demi-heure. Waddle, comme Francescoli, va s'amuser de quelques dribbles, même si leur issue est moins heureuse. Peu après, Rohr ceinture Amoros d'une drôle de façon, et pour ce coup franc, Amoros compte sur la surprise. Tout ceci s'est passé en 20 minutes. C'était vraiment l'enfer. On voyait arriver les Marseillais de partout, il y avait des décalages de partout sur le terrain. Après, heureusement, on a réussi à rectifier. Rohr doit envoyer de grandes balles devant. Depuis le départ de Guérit, Rohr et Ricor partent de plus loin pour relayer Langers et Bocandé. Selon le principe des vases communicants, Nice se ressaisit quand Marseille s'enlise. Langers a failli surprendre Huard, masqué par Moser. Puis Roy et Mazzucchetti, les jeunes niçois s'enhardissent. Ce sont les avants qui sont imprécis. Mais Sauzet récupéra une dernière action dangereuse pour Marseille avant la mi-temps, sera suffisant. Ou il faut faire la différence de suite, c'est-à-dire marquer 2 buts minimum, ou alors à ce moment-là il faut arriver à trouver un système d'équilibre de répartition de tâches, surtout défensive. Car offensivement on a beaucoup de qualités, mais défensivement il faut que tout le monde travaille et surtout se replace bien. Dès la reprise, la rentrée de Djelmas et une plus grande agressivité niçoise vont permettre à la rencontre de s'équilibrer. Mais dans le même temps, le jeu se durcit et gagne en intensité. Témoin, cette phase de jeu révélatrice. Une belle occasion niçoise, une tête de roi et un contre marseillais joué très rapidement. Vercruis remonte la balle, fixe bien la défense niçoise et offre un super ballon à Jean-Pierre Papin qui se retrouve seul face à Morisseau, mais Elsner bien revenu, sauf sur la ligne. 17e minute, Langers pour Djelmas sur la droite. Djelmas face à Dimeco, le Yougoslave par Andri, mais fauché par le Marseillais. Monsieur Quignou n'hésite pas. Penalty. Un penalty qui est transformé par Langers. Nice et Marseille sont à égalité, un partout. Dès lors, le match dégénère quelque peu. Déjà averti une première fois en début de seconde mi-temps, Dimeco est expulsé pour cet accrochage avec Rohr. Dimeco plaide sa bonne foi et les joueurs de l'OM ont beau protester, ça ne changera rien. Carton rouge. Ça ne changera rien, ou plutôt si, car 2 minutes plus tard, Waddle est fauché à son tour par Roy. Même punition, le Niçois est expulsé à son tour. Là aussi, les deux équipes sont à égalité, 10 de chaque côté. Je ne suis pas un joueur qui aime cette violence, surtout gratuite, mais je crois que les joueurs ne facilitent pas la tâche de l'arbitre, ça c'est certain. Mais c'est un peu regrettable que 2 joueurs aient pris le carton rouge, et je pense que ce n'était pas ceux-là qui méritaient les cartons rouges. Et c'est dans la confusion que le match se termine. On ne pense plus beaucoup au football. À noter dans les dernières minutes, juste ce tir de Francescoli, bien arrêté par Morisseau. Un partout, un résultat qui est de quoi satisfaire et frustrer à la fois tout le monde.
Enfin, côté supporters, tout s'est bien passé dans l'ensemble, sauf en début de seconde période, quand Morisseau est devenu la cible privilégiée des supporters marseillais. Coup de chapeau au capitaine de l'OM, Jean-Pierre Papin vient calmer tout le monde et faire le ménage. Bravo, JPP. Effectif au complet pour Pierre Mosca, l'entraîneur du TFC, où l'infirmerie était bien remplie ces derniers temps. Kidiatouline, Franck Passy et Marsico en sont sortis à temps pour recevoir le Nantes de Blazevic. Le 4e contre le 2e du classement. Une belle affiche commentée par Pascal Pro. Les fans de la nouvelle coqueluche du SC Nantes ont fait le voyage. Dragan Javkolevic n'a pourtant pas à lui tout seul attiré 15 000 personnes hier soir au Stadium. Le FC Nantes privé de titulaire, Bourushaga, Vercottren, Henry et Hume. Et malgré cela, une première occasion après ce corner de Le Guen et une reprise de Edely. Toulouse sans Ruti mais avec Beto Marsico. Superbe changement d'aile. Pascal Desperou a également bien repris après un amorti de la poitrine. Première mi-temps assez équilibrée avec peu d'occasions dangereuses. Ici, une tête d'Omar Da Fonseca après un service de Franck Passy. Après une demi-heure de jeu, un tir apparemment anodin de Beto Marsico qui oblige pourtant Marot à dégager en corner. Et en fait, l'unique danger de but viendra du SC Nantes à la 35e minute. Deschamps renverse pour Javkolevic. Le Yougoslave garde suffisamment le ballon pour permettre à Deschamps de se replacer, mais le numéro 8 nantais manque la reprise et sauvetage in extremis de 2 buts. Le meilleur défenseur toulousain, fin de première mi-temps et un bon débordement de Patrice Loco qui passe devant Kidiatouline, mais personne pour reprendre son centre. 0-0 à la mi-temps, mais il se passe incontestablement quelque chose du côté du SC Nantes et il faut le dire parce que dans 6 mois la chose sera évidente. Nantes est en train de retrouver une grande équipe telle qu'elle l'a connue il y a une dizaine d'années avec des joueurs comme Touré ou Ayache. Les successeurs s'appellent Loco, Deschamps. On les retrouve pour la deuxième mi-temps pour voir si tout est vérifié. Et tout d'abord un coup de chapeau à Monsieur Mas, le nouvel arbitre. Monsieur Rideau s'est déchiré à la mi-temps, ça ne s'invente pas. Et au pied levé, son successeur natif de Podensac a été remarquable. Tout comme a été impressionnant Paul Le Guen, le meilleur des 22 dans un rôle défensif et qui sonne ici la charge devant Robin Huck. 65e minute, 2 buts est accroché par De Sailly. Monsieur Mas désigne le point de pénalty. Difficile de trancher, à vous de voir avec de nouveau les images. En tout cas, comme on le dit dans ces cas-là, Marsico ne se pose pas de questions et malgré ses quelques kilos en plus, si, il donne l'avantage aux Toulousains. 10 minutes plus tard, une nouvelle affaire de pénalty. Au départ, Le Guen pour Edely. Et regardez bien, un peu comme tout à l'heure, Payard retient le pied de Le Guen. Monsieur Mas n'hésite toujours pas et les images sont encore bien peu instructives. Le Guen égalise et il nous éclaire peut-être sur la réalité de ce pénalty. C'est vrai que je rentre dans la surface de réparation pour chercher le pénalty. L'arbitre siffle, c'est tant mieux. Dernière occasion du match, elle est nantaise. Loco qui devrait faire un malheur cette saison pour Javkolevic, encore un peu court physiquement et en plus très bien pris par les stages. Ce qui fait que le score n'évoluera pas. L'avenir nous dira si c'est un point perdu ou un point gagné, mais je crois que les Nantais vont faire souffrir pas mal. Ils avaient déjà commencé à faire souffrir les Marseillais au stade Vélodrome. J'ai eu le sentiment qu'on pouvait gagner, effectivement. Non, je pense qu'on doit être content avec match nul aussi. Après 5 journées, on attendait Montpellier et Auxerre à d'autres places que celles qu'elles occupent actuellement. L'équipe d'Aimé Jacquet a perdu 3 matchs sur 4 malgré un recrutement de choix. Quant à Giroud, après la défaite de l'AJ Auxerre devant Zagreb, il avait choisi de ne pas faire entrer sa nouvelle recrue, Enzo Schifo, hier soir. Montpellier-Auxerre, le match du rachat avec Christian Jean-Pierre. Enzo Schifo ? Avant de recevoir Auxerre, Montpellier est à la dernière place du classement, position anormale quand on connaît la qualité du recrutement effectué. Alors évidemment, on a beaucoup entendu parler de cette fameuse attaque montpelliéraine, mais il y a aussi la défense, et notamment un défenseur, le libéro, Alain Bonafous, tout juste 20 ans, qui remplace Julio César. Évidemment, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais bon, Aimé Jacquet m'a demandé de jouer avec mes qualités, et non pas d'essayer de copier Julio. Bon, Julio, c'est Julio César avec ses qualités propres. Et moi, j'essaye de faire de mon mieux et d'apporter ce que je peux à Montpellier.
Nouvelle recrue au service de jardinage de la Mosson avec Monsieur Giroud en personne. Et malheureusement pour l'entraîneur d'Auxerre, premier incident dès le début de match avec Prunier qui se blesse une nouvelle fois. Le défenseur bourguignon joue de malchance et serait victime d'un étirement des ligaments internes du genou gauche. Revenons-en au match, seulement 8 petites minutes de jeu et le tandem Paille-Cantona rentre en action. But signé Stéphane Paille. Les choses démarrent bien pour Montpellier Hérault. Tête de Cantona, bien captée par Bruno Martini. Côté Auxerrois, il faut attendre la 20e minute de jeu pour voir la première action dangereuse signée Ferrer. Vairua tente quelques raids, mais cette première mi-temps est des deux côtés tout à fait moyenne. Ces deux équipes nous avaient habitués à mieux. La victoire nous a tellement fui depuis pas mal de temps, on voulait tellement gagner qu'on a un petit peu tout confondu ce soir. En seconde période, le spectacle s'améliore. Cantona dans ses œuvres au départ de l'action, mais aussi à l'arrivée, avec un super ciseau retourné. Dommage. De son côté, Alain Bonafou monte régulièrement et sera même à deux doigts d'inscrire le deuxième but pour Montpellier Hérault, mais Martini veille au grain. À 10 minutes de la fin, le gardien auxerrois sera sauvé par son poteau. À la suite de cette action, Paille-Cantona trop court et Laurent Blanc malchanceux. Les joueurs ont hier soir énormément souffert de la chaleur. La moindre petite pause et l'on se rafraîchit. Monsieur Vautreau en profite également. Un petit coup et ça va beaucoup mieux. Les dernières actions dangereuses seront Montpellier-Rennes avec notamment un boulet de canon de Biles détourné par Martini. Et surtout, à une minute de la fin, un nouveau coup de tête d'Éric Cantona que le gardien auxerrois sauvant deux fois. Montpellier vainqueur à domicile et Giroud pas très satisfait. On est toujours déçu par une défaite, bien sûr, surtout quand on a eu l'impression qu'on aurait pu peut-être l'éviter. Avant de parler de Saint-Etienne PSG avec vous, Martin Tzara, revenons donc sur la fameuse méthode Ivic, une méthode qui, à en juger par les résultats, paraît efficace, mais avec 10 cartons jaunes, 2 cartons rouges, le bilan est assez lourd. Alors, est-ce que Ivic, oui ou non, apprend à ses joueurs à tricher? Mais avant, Roger, cette méthode Ivic amène deux types de réflexions. Tout d'abord, la légalisation de l'anti-jeu. Ça s'applique à l'ensemble du football français, c'est vrai. Retenir un joueur, un adversaire par le maillot, ce n'est plus considéré par les autres joueurs comme une véritable faute. Ça, c'est un problème. Ensuite, il existe deux types de réactions. Jouer bien et perdre, et jouer mal et gagner. Donc, comme quoi, il est impossible de jouer bien et de gagner. Pour revenir à Ivic, l'entraîneur du PSG, il faut le savoir, a présenté sa démission récemment, une démission qui a été refusée par le président du Paris Saint-Germain, Francis Borrelli, par le comité directeur du club. Alors, ça prouve une chose tout de même, Roger, c'est que l'ambiance au Paris Saint-Germain, avant le match d'hier soir, n'était pas au beau fixe. On ouvre le dossier tout de suite avec votre reportage. Mais je crois qu'il y a des limites à certaines choses qu'on a vues. Et par moments, c'est vrai que bon, on n'a plus l'impression de jouer au football. Et de loin, ça paraît un peu dingue, c'est le mot. Ces critiques de Joël Batz s'adressent au championnat dans son ensemble. Mais pour beaucoup, le responsable s'appelle Tomislav Ivic, l'entraîneur du PSG, accusé de tous les maux, truqueur, tricheur, violent. Ces joueurs, depuis le début de saison, ne sont plus épargnés. Mais paraît-il, c'est uniquement pour la bonne cause. La méthode Ivic, maintenant, on la connaît. Elle a été critiquée, mais elle a donné d'excellents résultats. Maintenant, en ce qui concerne le tirage de maillot, tout ça, je crois que c'est pour nous préparer à la Coupe d'Europe, parce que là, vous savez autant aussi bien que moi que c'est monnaie courante. Révélation pour ne pas dire scoop. Impossible de remporter une Coupe d'Europe si l'on n'est pas vicieux. De quoi troubler le Milan AC de Van Basten et Gullit ou alors le Barcelone de Johan Cruyff. Aujourd'hui, le football européen retrouve le goût de l'offensive. Le foot français à travers le PSG, celui de la défense, cherchait l'erreur.
Avril 88, demi-finale de la Coupe des Coupes, Marseille est humilié par l'Ajax à domicile. Après le match, les joueurs de l'OM se plaindront des multiples tricheries des Néerlandais. L'Ajax, l'exemple. Le football maintenant moderne, il faut être malin et efficace. Je pense que, bon, il est certain que c'est pas toujours du goût du public. Mais je pense que empêcher l'adversaire de jouer, c'est pas mal ça. Bon, il y a une façon de le faire. Je crois qu'il faut le faire avec intelligence. Ça s'apprend l'entraînement. Je vais le redire, mais je pense qu'en France, même si ça ne plaît pas, dans chaque équipe, on a réussi avec Platini, Giresse et compagnie à faire un autre football. Je pense que maintenant, ces joueurs-là sont plus là. Il faut revenir à des méthodes peut-être un peu plus dures, un peu plus réalistes, comme certains pays qui réussissent bien en Coupe d'Europe. Sans commentaire, Paris est devenu un spécialiste en la matière. À l'entraînement, on ne se retient pas. Le but, empêcher la progression des adversaires par tous les moyens. Ivic ne siffle pas les fautes et encourage l'engagement physique, ce qui par moments implique certains débordements. Nous ne sommes pas ici en match, mais à l'entraînement. J'ai joué seulement en match amical contre eux et c'était encore supportable. Je constate comme ça, à travers vos images et à travers la presse, que les équipes qui les affrontent le supportent de moins en moins bien. Je connais plusieurs présidents qui s'entraînent pour pouvoir entrer très vite sur le terrain quand leur équipe joue contre Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, ça donne à réfléchir. 2 rencontres ont généré des incidents depuis le début de la saison. Hasard, à chaque fois le PSG jouait, samedi dernier contre Montpellier au Parc et lors de la première journée à Nice. Les multiples trucages exaspèrent leurs adversaires, les débordements se multiplient et le terrain se transforme souvent en un gigantesque ring de boxe. C'est certain que c'est au détriment du spectacle. Au niveau des spectateurs, bon, ils sont un petit peu déçus, mais au niveau du résultat, je crois que la méthode Ivic a fait ses preuves dans différents clubs et dans différents pays. Et truquer un peu le jeu, est-ce que vous pensez que vous avez pris du plaisir à le faire? On défend comme on peut, vous savez, mais enfin, moi je préfère tirer le maillot ou prendre mon ailier droit par le bras plutôt que de lui faire un tacle par derrière. Les grands joueurs, certains, sont des tricheurs. Et ça, je pense que tant que nous aurons affaire à des tricheurs, l'arbitre seul sur le terrain ne pourra pas tout voir. Il faudra trouver notre système. Parce que ces garçons-là, ils tuent le football à l'heure actuelle. Ils tuent le football. Et de temps à autre, le PSG se fait prendre à son propre piège. Comme ici à Sochaux, l'arbitre siffle un coup franc imaginaire contre les Parisiens à 5 minutes de la fin. Résultat, le Paris Saint-Germain s'incline pour la première fois de la saison et après la rencontre, heureusement, pas un joueur parisien ne critiquera l'arbitrage. Soyons honnêtes, ils n'ont pas que des défauts. Gros problème d'image donc pour le Paris Saint-Germain, car les critiques, comme le soulignait Martin, n'ont pas manqué depuis 15 jours. À Geoffroy Guichard, les Parisiens qui n'ont enregistré qu'une défaite, allaient-ils pour autant changer la manière? La réponse à cette excellente question avec Dominique Grimaud. Un match à Geoffroy Guichard, c'est toujours une fête. Hier, pourtant, l'ambiance était tendue et les nerfs à vif au moment du coup d'envoi. Mais avant que le match ne débute, un trait d'humeur signé Gérard Lescour, qui est le délégué général du PSG, à propos de la campagne de dénigrement que subit actuellement son équipe. Disons qu'il est difficile de vouloir une chose et son contraire. Après le match perdu par Auxerre, on a déploré le manque de rigueur des Français. On nous accuse d'être trop rigoureux, il faut savoir. Deuxièmement, cette campagne de dénigrement a pris une ampleur toute particulière après les 2 matchs à incident, 2 matchs pour lesquels on pourrait surtout retenir que 2 présidents sont sous pression, certainement, sont vraiment sortis de réserve et de leur rôle. Du même coup, et malgré le holà du public stéphanois, PSG veut corriger son image. Il va en partie y réussir. Tout de suite, Beaufreton est à l'épreuve. 9e minute, Calderon par sol, déborde et centre pour la tête de Suzik. But, bien joué. Le problème, c'est que, regardez bien, le ballon semble être sorti au moment où Calderon centre. Bien regroupés en défense, les Parisiens vont alors multiplier les contres. Des contres tous orchestrés par Suzik, avec à l'arrivée Calderon. L'Argentin gâchant toutefois 2 superbes occasions, alors que la défense de Saint-Étienne, et notamment Primard, semble être complètement dépassée. Des Verts trop naïfs, pour des Parisiens trop malins, j'allais dire trop professionnels. On voit même Tanasi inquiéter Beaufreton. En fait, Saint-Étienne ne sera pas dangereux pour Batz, ce tir de Thierry Gros, témoignant de l'impuissance stéphanoise. Coup de poker d'Herbin à l'attaque de la 2e mi-temps, il fait entrer Mendy. Et ce même Mendy est à l'origine de l'égalisation. Il passe à Vitschke qui marque. Saint-Étienne est transformé. S'ensuivent 5 minutes d'état de grâce. Batz étant heureux de s'interposer sur cet essai de Gros.
Et puis tout rentre dans l'ordre, Calderon à Suzik qui donne à Charbonnier, la lucarne. C'est le but qui met KO les Verts. Maintenant 2 poteaux. Le premier pour Calderon, très malheureux dans la finition. Le deuxième pour Chaouch et l'occasion manquée pour les Verts d'obtenir au moins 1 point. La fin de match sera pénible pour l'arbitre M. Bouillet. Il va refuser 2 pénaltys aux Verts. D'abord sur une faute sur Chaouch, ensuite sur une main, il est vrai, bien cachée de Janol. D'où la colère du public, mais Joël Batz, heureux, avait l'esprit ailleurs. On a appris après le match, c'était mon 400e match ce soir, ici à Saint-Etienne, et c'est à Saint-Etienne que j'ai fait mon premier match professionnel aussi. Combien de matchs encore Je ne sais pas, jusqu'à ce que je sois toujours efficace. Bravo. Voilà, en espérant ne pas devoir en mettre une chaque semaine, voici ce que nous allons appeler désormais la semelle. Dès qu'un événement condamnable se produira, nous n'hésiterons pas à en parler et cette semaine, nous attribuons cette semelle à une partie du public de Geoffroy Guichard qui, comme tout récemment à Nice et à Marseille, s'en est pris au gardien de but, Joël Batz pour commencer, puis aux joueurs à leur sortie du stade. Cela ne concerne pas tout le public, mais une partie de celui-ci, et il est temps que des mesures soient prises dans chaque club pour l'éducation et pour améliorer l'éducation des supporters. Retour au Parc des Princes où le Racing parisien recevait Mulhouse avec un bilan mitigé, disons en demi-teinte. Le RP1 a le triste privilège d'avoir la défense la plus perméable du championnat avec 11 buts encaissés. L'objectif était donc de ne pas augmenter l'addition. RP1 Mulhouse avec Frédéric Jaillant. RP1 Mulhouse, pas plus de 3000 personnes. 10 minutes de jeu, longue ouverture de Ben Mabrouk. Remise de Fernier vers Lima, retenue par Andrieux. Penalty en faveur du RP1. Fernier en profite pour marquer son 4e but depuis le début du championnat. 1-0 pour le Racing. 2 minutes plus tard, pas de chance pour Mulhouse. Une de Ndiaye d'Iringer, dont le tir trouve le poteau. 25 minutes de jeu, bien joué de la part du juge de touche. Il signale une main peu évidente d'un Parisien à M. Blouet. C'est donc un coup franc tiré par Peuget, repris par Andrieux. 1 partout entre les deux équipes, le score à la mi-temps. 1 heure de jeu à présent, Olmeta a renvoyé vers Bad. Placido et le trait de lumière signé Bouderbala. Contrôle orienté du droit, accélération sur 20 mètres, frappe terrible du pied gauche. Le RP1 mène face à Mulhouse 2-1. Ensuite, il y aura bien 1 ou 2 occasions pour Mulhouse, comme ici par Ndiaye, mais rien de bien méchant. À l'extérieur, décidément, les Alsaciens restent plutôt timorés. On n'arrive pas à se libérer dès qu'on rentre à l'extérieur. On est toujours en situation un petit peu sur la défensive. On n'a pas les courses et la demande de ballon qui existent quand on joue à la maison. Et puis ce qui fait qu'on a un jeu qui est un peu emprunté. En revanche, le RP1 aurait pu remporter une victoire plus large, mais quand même 5 points en 3 matchs pour les Parisiens au Parc des Princes. Disons que chez nous, on est obligé de gagner et on est encore peut-être plus solidaire qu'à l'extérieur. Solidarité payante, le RP1 bat Mulhouse 2-1 et ses efforts mériteraient cette année davantage de public. Quand Monaco, la lanterne rouge contre le 6e et Sochaux, Cannes, le 10e contre le 12e, petit voyage du stade de Malherbe au stade Bonal, proposé par Marianne Macot et Pascal Pro. Caen a attaqué le match à toute allure, mais Monaco encaisse bien. Si bien qu'après 20 minutes de jeu, Fofana obtient un coup franc. Odell se concentre, jauge la cage, tire en lucarne, imparable. Une demi-heure de jeu et Caen tremble encore. Action de Fofana, lobe de Marcel Dive et ça passe vraiment à un cheveu. En deuxième période, Diver frôle lui aussi le but sur coup franc. Et à 2 minutes de la fin, la ténacité de Caen est récompensée par l'intermédiaire de l'ex-bordelais Éric de Wilder. Match nul, 1 partout. L'essentiel dans les 10 premières minutes au stade Bonal devant 7000 personnes. Les Canois voyagent décidément très mal. Centre de Lada et c'est Henry qui ouvre le score. 120 secondes plus tard, la Messédite avec un centre cette fois de Crossi et une reprise de la tête d'Udjiani. En fin de match, Sochaux soigne son goal à virage et Udjiani marque toujours de la tête après un service de Thomas.
Notre tâche a été nettement plus facile que peut-être on s'imaginait avant les matchs. Les 3 promus jouaient hier soir à l'extérieur. Lyon et Brest rencontraient respectivement Metz et Toulon. Coup d'œil sur les matchs Metz-Lyon et Toulon-Brest avec Frédéric Jaillat. À Toulon, 2-0, c'est le tarif. En tout cas, voici d'abord un pénalty qui paraît bien sévère, sifflé contre Brest et transformé par Bognar pour Toulon. 1-0 après 20 minutes de jeu et à la mi-temps. 1 heure de jeu, belle action Zawi, mais son tir, après un petit pont dans la surface, trouve le poteau, début de Barabé. Néanmoins, 2 minutes plus tard, à la suite d'un tir de Bursac, le Hongrois Bognar marque son 2e but et après Saint-Etienne, puis Caen, Toulon bat Brest 2-0, 2-0, c'est le tarif. Avant le match, j'ai pensé, je veux marquer 2 buts et ça y est. 15 000 personnes à Metz où Lyon ouvre le score, but de McCarthy. 1-0 pour les joueurs de Raymond Domenech, puis 2-0. 1 heure de jeu, dégagement de Lemasson. Toile Castendush et but Garcia. Malgré le retour de Cartier et Lyon, bien que privé de Kabongo, retenu en équipe du Zaïre, Lyon mène à Metz 2-0. Puis 3-0, encore 20 minutes à jouer et superbe action de Lyon. Ouverture récupérée par Bouafia côté droit. Un centre et à l'arrivée tête plongeante de Brisson, Metz mené donc sur son terrain par 3-0, énorme surprise. 5 minutes plus tard, les Lorrains cependant réduisent l'écart. Leur but est marqué par Black et il reste donc encore un quart d'heure à jouer. Puis à 4 minutes de la fin, c'est un pénalty toujours en faveur des Messins. Il est transformé par Zénier. Metz n'est plus mené que par 3-2, mais trop tard. Première victoire à l'extérieur pour Lyon. En opposition à la semelle, voici maintenant le coup de chapeau que nous donnons cette semaine à un entraîneur qui, dans cette période où les esprits sont pour le moins assez chauds, a fait preuve de pondération, d'objectivité et même de fair play. Il s'agit de l'entraîneur messin Henri de Pireux, que je vous propose d'écouter maintenant après la défaite de l'équipe face à Lyon. Le problème de Metz, c'est de sortir du terrain à la tête haute, même dans la défaite, et d'être digne. Je crois que mes joueurs ils peuvent sortir la tête haute et digne, même s'il y a eu des choses qui n'ont pas marché. Je voudrais féliciter entre autres l'arbitre qui a été très bon. Contrairement à pas comment chercher des excuses sur quoi que ce soit, l'arbitre a été très bon et je voudrais remercier le public dans les moments difficiles de nous avoir soutenus et nous a permis de revenir à 3-2. Il nous manquait 2-3 minutes peut-être pour égaliser. Un entraîneur qui félicite à la fois son équipe, même si elle a perdu, en deuxième lieu le public et en troisième lieu qui rend hommage à l'arbitre, ça se fait de plus en plus rare. Après ce coup de chapeau, voyons maintenant le plus beau but et le plus bel arrêt de cette 5e journée, sélectionné par Fred Jaillant. Il était difficile de choisir. Il y a la frappe de Papin, le coup de patte de Huddle ou encore l'éclair de Bouderbala. Si nous donnons une prime à ce but de Brisson, c'est que ce genre de geste se fait de plus en plus rare, faute de place, au propre comme au figuré. Et puis, nous ne voulions surtout pas oublier cette action tellement limpide du Paris Saint-Germain. Pour le plus bel arrêt, bravo sur un tir de Zawi au gardien de Brest, Barabé. Non, en fait, et vous l'aviez sûrement vu, ce n'est pas Barabé mais Rivoal qui détourne le ballon. Le plus bel arrêt cette semaine est donc signé d'un défenseur. Au classement, donc, Bordeaux prend le large avec 2 points d'avance sur un groupe de 4 composé de Nantes, Marseille, PSG, Toulon. Lyon réalise une belle opération et recolle au peloton des 3e. Dans le bas du tableau, les positions restent serrées et Caen laisse sa place à Lille, sa place de lanterne rouge. Au classement des buteurs maintenant, Fernier, le Parisien du RP1, rejoint Mingual et Jakovljevic en tête avec 4 buts marqués. Bognar et Eugeni ont marqué chacun 2 buts hier soir et se placent en bonne position dans ce classement. Les 2 meilleures affluences, Saint-Etienne 26 000, Nice 18 268. Il y avait 3 000 personnes seulement au Parc des Princes. Et puis vous le voyez, au total, 24 buts ont été marqués. Une belle moyenne pour cette 5e journée. La grille du loto, elle n'est pas trop surprenante, avec des résultats somme toute conformes à la logique. Le match du jour, il fallait jouer Saint-Etienne 2, Paris Saint-Germain 1.
Et puis je vous rappelle que si vous souhaitez consulter tous les résultats, vous composez le 3615 code TF1 sur votre Minitel. Chaque semaine, nous allons essayer de vous proposer également une image insolite, extraite de la soirée de championnat. Alors cela pourrait être une action de jeu, une réaction de spectateur, bref, quelque chose qui pourrait vous étonner ou vous faire sourire. Ce matin, c'est un journaliste de télévision que vous allez entendre. Pour être tout à fait honnête, cela se passait lors de la 4e journée. Et vous allez pouvoir entendre Frédéric Jaillant effectuer des essais techniques pour voir si son micro fonctionne bien. Écoutez, c'est très très intéressant. Une ambiance super sympa ce soir au Parc des Princes, où il y a du monde, où les gens, à défaut de voir beaucoup de buts, voient du spectacle. D'ailleurs, les joueurs ont l'air intéressés par ce qu'ils voient. Les spectateurs également, donc c'est la raison pour laquelle, a priori, tout devrait bien se passer ce soir entre deux équipes. Je continue à dire n'importe quoi en attendant de voir les joueurs de Montpellier qui devraient arriver sous les sifflets du public avec Michel Mézy, Louis Nicolin, non ça va, allez-y, merci, allez-y, vous pouvez passer, merci. Merci à tous ces joueurs, merci à vous deux. Donc pour cette reprise du championnat, une deuxième mi-temps qui s'annonce passionnante. J'en ai marre de raconter n'importe quoi. Voilà. Voilà, et le micro fonctionnait parfaitement bien, comme vous l'avez remarqué. J'ai fait une erreur dans la grille du loto. Il s'agissait de jouer, bien entendu, pour le match du jour, Saint-Étienne 1 et Paris 2.